Pour un occidental non averti, l'imaginaire soviétique était une sorte de monde parallèle. Les enfants soviétiques lisaient beaucoup, en fait solidifié par le slogan cliché « l'URSS est le pays où on lit le plus ». Et ce n'était pas faux. À partir de la seconde moitié des années 50, les lecteurs du pays des soviets avaient accès aux classiques de la littérature étrangère, qui représentaient pas moins de 20% des livres publiés. Mais quand il s'agissait de voir ces personnages prendre vie à l'écran, la plupart du temps ce n'étaient pas des productions importées des pays d'origine de ces œuvres, mais plutôt des adaptations faites maison. Ceci était bien sûr possible car l'URSS a ratifié la Convention universelle sur le droit d'auteur seulement en 1973. Dans de telles circonstances, nul besoin de courir derrière les auteurs pendant des décennies, comme l'a fameusement fait Walt Disney pour obtenir le droit d'adapter Mary Poppins. Mary Poppins soviétique existe simplement, sans l'autorisation de personne, aux côtés des autres personnages emblématiques de la littérature mondiale qui ont presque tous son équivalent fait en URSS. Aujourd'hui, nous allons en découvrir les meilleurs exemples. Toutes les adaptations dont nous allons discuter aujourd'hui sont d'énormes classiques que les parents montrent toujours à leurs enfants aujourd'hui. C'est un élément essentiel de la transmission générationnelle qui est un sujet qui me passionne beaucoup. Depuis plusieurs années, je m'intéresse à ma propre généalogie et j'ai un énorme plaisir à vous annoncer que le site que j'utilise depuis des années pour archiver mon histoire familiale est le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de MyHeritage. MyHeritage permet de garder toutes les informations sur vos ancêtres au même endroit. Tous les arbres généalogiques papier que j'ai récupérés de mes grands-parents des deux côtés, je les ai ajoutés ici, ce qui fait 159 membres qui remontent à 6 générations. Et pour chaque personne, vous pouvez renseigner des informations sur son éducation, ses lieux de vie, les dates importantes, et MyHeritage en fait même des statistiques. Vous pouvez par exemple voir les prénoms les plus communs dans votre arbre, la carte des lieux de naissance et même quel signe du zodiaque est le plus présent dans votre lignée. Moi j'ai que des béliers. Mais MyHeritage c'est également une énorme base de données de plus de 19 milliards de documents historiques qui vous permettent de trouver plus d'informations sur vos ancêtres. Ce qui est d'une énorme aide quand on ne sait pas par où commencer ou quand, comme moi, on vit loin de notre pays d'origine et ne peut pas aller consulter les archives en personne. Et vous n'avez même pas toujours besoin de chercher manuellement, car MyHeritage a la fonction Instant Discoveries, qui compare votre arbre avec les arbres existants et permet de les connecter et trouver plus d'informations sur les membres de votre famille. Cette archive MyHeritage est un projet qu'on alimente surtout avec ma grand-mère. Et récemment, elle a trouvé cette photo de sa mère, donc mon arrière-grand-mère, avec sa grand-mère à elle. J'ajoute donc cette photo sur MyHeritage, et ce qui est vraiment incroyable, c'est que je peux restaurer cette photo, la coloriser et même l'animer. Le travail sur mon arbre généalogique est quelque chose qui m'a beaucoup rapproché de ma famille. Et je pense sincèrement que MyHeritage c'est le meilleur endroit pour le faire, car il contient toutes les fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin. Donc si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'archivage de votre histoire familiale, MyHeritage vous offre 14 jours d'essai gratuit pour le plan complet, qui vous donne l'accès à toutes les fonctionnalités. Vous trouverez les liens en description et dans le commentaire épinglé. L'URSS avait une relation ambivalente avec l'Occident. D'une part, les pays de l'Ouest étaient perçus comme la source du déclin bourgeois, du capitalisme agonisant, alors que l'URSS était en phase de devenir la source du renouveau et de l'avenir de l'humanité. Et pourtant, l'Occident restait le détenteur des accomplissements les plus importants dans les domaines de la culture, de la science et de la technologie. L'URSS se positionnait comme la nouvelle étape de la civilisation humaine, héritière de tous les fruits du progrès. Comme écrivait Lénine, le marxisme a acquis sa signification historique mondiale par le fait qu'il n'a pas rejeté les réalisations les plus précieuses de l'ère bourgeoise, mais qu'il a au contraire assimilé et retravaillé tout ce qui avait de la valeur dès plus de 2000 ans du développement de la pensée et de la culture humaine. Le projet soviétique comprenait donc depuis le début une dimension internationale. L'industrialisation des années 30 se faisait à l'aide des spécialistes occidentaux et cette position de rattrapage n'était pas du tout un secret. Mais tout change après la Seconde Guerre mondiale. Le traitement de l'URSS post-guerre devient une source de grande amertume. La coalition anti-hitlérienne se brise progressivement et au lieu de célébrer l'héroïsme du peuple soviétique, le monde retourne aux critiques de son système totalitaire et de son non-respect des droits de l'homme. A shadow had fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future.
An iron curtain has descended across the continent. L'illusion que l'URSS occuperait désormais une place égale dans le rang des pays occidentaux dominants est remplacée par une encore plus grande isolation et une rancune qui se propage rapidement dans la culture. Et ainsi, en 1947, l'URSS lance une campagne de lutte contre l'idolâtrie de l'Occident. Il fallait éradiquer l'adoration persistante de la culture bourgeoise, casser le mythe de la haute culture des pays capitalistes et créer un sens de patriotisme soviétique. La victoire dans la Seconde Guerre mondiale est désormais présentée comme une preuve que l'URSS a achevé sa modernisation et peut commencer à s'émanciper des pays de l'Ouest. À l'écran, cette campagne se traduit par l'interdiction d'adapter les œuvres littéraires européennes. Dans le cas particulier de l'animation, qui commençait dans les années 20 comme un art novateur, une forme de commentaire social qui moquait le capitalisme ou le racisme états-unien, les artistes se voient bridés dans les thématiques dont ils traitent. Bien qu'encore dans les années 30 on voyait des dessins animés adaptés des contes de Charles Perrault par exemple, après la guerre, les adaptations des œuvres d'auteurs occidentaux s'arrêtent. Les sujets des dessins animés à cette époque puisent dans les répertoires des peuples de l'URSS, ainsi que parfois des autres pays avec lesquels l'URSS entre en relation diplomatique. Par exemple, le dessin animé Pâques Courageux, basé sur un conte coréen, coïncide avec la fin de la guerre de Corée en 1953. Il faut attendre l'année 1955, 2 ans après la mort de Staline, pour qu'on commence de nouveau à adapter les œuvres des pays capitalistes. C'est pour cette raison que la plupart des adaptations soviétiques iconiques dont nous allons parler aujourd'hui datent surtout des années 70-80. Winnie l'ourson a été connu en URSS sous une forme assez particulière. Plutôt qu'une traduction fidèle du texte, le poète et traducteur Boris Zakhoder a créé une sorte de réimagination de l'histoire et l'a adaptée aux spécificités de la langue russe tout en gardant les éléments essentiels du récit. En dehors du style, sa version se distingue par l'absence de 2 chapitres que le traducteur a jugé trop ennuyeux. De plus, Maître Hibou est ici une femme, sans doute parce que le mot hibou en russe est féminin. C'est sous cette version sortie en 1960 que les soviétiques sont tombés amoureux de l'histoire, et son adaptation en dessin animé n'a fait que solidifier son impact culturel. Paru entre 1969 et 1972, les aventures de Winnie-Pooh, comme il a été translittéré en russe, consistent en 3 épisodes d'une dizaine de minutes. Dans le premier épisode, Winnie essaye de voler le miel d'une ruche perchée au sommet d'un grand arbre, mais il n'arrive pas à y grimper. Il se rend chez Porcinet et celui-ci lui donne l'un de ses 2 ballons. Winnie se déguise alors en nuage et vole jusqu'à la ruche sur son ballon. Pour rendre l'affaire plus réaliste, il demande à Porcinet de défiler en bas avec un parapluie. Les abeilles ne sont pourtant pas dupes et encerclent l'ourson. Terrifié, Winnie demande à Porcinet de ramener un fusil, et après quelques tirs imprécis, celui-ci arrive à percer le ballon. Winnie tombe au sol mais s'en remet rapidement et le duo part chercher à manger. Dans le deuxième épisode, Winnie et Porcinet décident de s'inviter chez quelqu'un pour manger. Ils se rendent chez Coco Lapin qui les nourrit copieusement, mais étant particulièrement bien éduqués, ils n'arrivent pas à leur demander de partir. Et Winnie en profite pour manger tout ce qu'il y a dans la maison. Quand il ne reste plus rien, l'ourson décide enfin de partir, mais reste coincé dans le trou, et la secousse fait chuter le balcon de la maison. Après quelques difficultés, Porcinet et Coco Lapin arrivent à le tirer dehors. Winnie et Porcinet laissent Coco Lapin devant le fracas et s'en vont en chantant. L'épisode 3 nous introduit à Bourriquet qui ici est encore plus dépressif que d'habitude. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. C'est son anniversaire, mais personne ne s'en est rappelé, et en plus il a perdu sa queue. En l'apprenant, Winnie court lui organiser un anniversaire en urgence. Il trouve un pot de miel à lui offrir, mais finit par tout manger en chemin. Porcinet décide de lui offrir son second ballon du premier épisode, mais se précipite trop et tombe sur le ballon qui explose d'une manière dramatique. Toujours en chemin, Winnie tombe sur la queue de Bourriquet accrochée à la cloche à la porte de Maîtresse Hibou, qui fait semblant que c'est juste une corde. Porcinet se joint enfin à Bourriquet et lui offre quand même le ballon explosé. Puis Winnie arrive avec le pot vide, ce qui déprime Bourriquet encore plus. Mais il décide finalement que le pot est de taille parfaite pour garder ce qui reste du ballon. Et cerise sur le gâteau, Hibou arrive avec sa queue et l'anniversaire est sauvé.
Ce qui saute immédiatement aux yeux dans cette adaptation est l'absence de Jean-Christophe. Ici, nous n'avons aucune présence humaine, ce sont des animaux de la forêt qui vivent leur vie, pas des jouets. Bien que cet aspect imaginaire se retrouve dans le style visuel des arrière-plans et des génériques, qui imitent les dessins d'enfants. On ne voit également pas le personnage de Tigrou qui, dans la série de livres originale, n'a été introduit que dans la suite. Winnie lui-même a un aspect très unique, non seulement dans son apparence, mais aussi dans son allure qui a moins d'un ours bébête et plus d'un poète loufoque, toujours en pleine réflexion philosophique ou à la recherche de sa prochaine rime. La musicalité est centrale dans cette adaptation. Les épisodes sont très rythmés, bourrés de jeux de mots, les personnages brisent constamment le quatrième mur et les chansons de Winnie sont profondément ancrées dans la mémoire collective. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. C'est sous cette forme que Winnie l'ourson a été connu et grandement apprécié en URSS. Et encore aujourd'hui, on trouve ses représentations partout dans l'espace post-soviétique, des jouets aux voitures de tram. Ce n'était pas la seule fois que les chemins de Disney et des studios d'animation soviétiques se croiseraient. En 1981, 30 ans après son homologue américain, l'URSS créait également sa propre version d'Alice au Pays des Merveilles. L'adaptation du roman a été une commande d'État, et la participation étroite de la traductrice à la production a permis d'assurer que le dessin animé suive l'histoire du livre assez précisément, avec quelques omissions néanmoins. Tout comme dans le texte, Alice poursuit un lapin blanc, tombe dans un trou et erre dans des couloirs avant de tomber sur une pièce avec une table en verre et une petite porte vers un magnifique jardin où elle ne peut pas entrer. Elle boit la potion qui la rétrécit et mange le gâteau qui la fait grandir, mais dans cette version, elle ne pleure pas une mare de larmes et on saute toute la partie de la course avec les animaux et de la maison du lapin blanc. À la place, Alice continue simplement son chemin vers la forêt et rencontre la chenille sur le champignon géant qui lui permet de changer de taille à volonté. C'est également en pleine forêt qu'elle tombe sur le chat du Cheshire. On ne voit donc pas la maison de la duchesse et les personnages qui l'habitent. Le chat lui indique la maison du chapelier fou et du lièvre de Mars, mais prévient qu'ils ont complètement perdu la tête. Alice trouve les deux voisins à table et s'ensuit la scène iconique du thé avec les fous. Alice s'en va et retrouve enfin la pièce avec la petite porte. Elle rétrécit grâce aux champignons et entre dans le jardin. Dedans, elle tombe sur les jardiniers qui sont en train de peindre les roses. Et avant qu'ils puissent terminer, un énorme défilé de la cour traverse le jardin. La reine de cœur fait son entrée, ici elle n'a pas de roi. Elle ordonne de couper la tête aux jardiniers, mais Alice les cache, et la reine commence la partie de croquet, avec tous les attributs attendus comme les flamants en guise de maillet sur fond d'un banger de disco cosmique polonais que je vous mets en description. Le chat du Cheshire apparaît et la reine ordonne de lui couper la tête. Mais ils n'y parviennent pas car il n'a pas de corps, juste la tête. On saute toute la partie du griffon et de la simili-tortue et passe directement au procès du valet de cœur. Dans la version de Disney, c'est Alice elle-même qui est jugée. Sur l'escalier du tribunal, Alice rencontre la duchesse et elles ont une longue conversation où la duchesse cherche une morale à chaque histoire. Le procès commence et le lapin blanc dans le rôle de greffier annonce que le valet est ici accusé d'avoir volé des fricadelles et non des tartes, sans doute pour une question de rime. On appelle le chapelier fou et le lièvre de Mars en guise de témoins, et pendant ce temps, Alice se remet à grandir. On l'appelle à son tour à témoigner et frustrée par ce procès absurde, elle proclame qu'ils ne sont tous qu'un jeu de cartes, ce qui brise l'illusion et la fillette se retrouve de nouveau sous l'arbre avec son livre. La suite d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir, qu'on voit plus rarement à l'écran, a elle aussi fait l'objet d'une adaptation soviétique, et est tout autant si ce n'est plus appréciée que la première. Dans cette histoire, Alice traverse le miroir et se retrouve cette fois-ci dans un monde non de cartes mais d'échecs. Et bien que le dessin animé suit assez fidèlement les événements du livre, en termes de direction artistique, Alice au Pays des Merveilles n'est pas une simple production soviétique à la chaîne. Le dessin animé a un style d'animation très inhabituel et surréaliste, que ce soit en termes de couleurs ou de proportions cassées. Les créateurs ont combiné différentes techniques d'animation où le même plan peut contenir du dessin, du découpage papier et de la linogravure en noir et blanc pour illustrer les pensées d'Alice. Прощайте мои ноги, бедные мои ножки. Кто натянет на вас чулки и башмаки? И что же мы будем делать друг без друга? Ну, ладно. Буду посылать им в подарок новые ботинки. Вот.
La musique est également à la hauteur et complimente parfaitement ce monde surréaliste. Je vous mets la bande son de l'autre côté du miroir en description et je vous invite chaudement à l'écouter. Bien sûr, les adaptations soviétiques ne se limitaient pas à l'animation, et l'URSS a produit un bon nombre de films inspirés de littérature. Alexandre Dumas était l'un des auteurs préférés des soviétiques. Ses ouvrages, considérés comme déficitaires, étaient plus ou moins seulement accessibles à travers la pratique de collecte de papier à recycler dans les écoles et les magasins spécifiques, où en échange de 20 kg de papier, on pouvait recevoir un talon pour un livre rare. C'est ainsi que beaucoup de lecteurs soviétiques ont mis les mains sur les Trois Mousquetaires et sont tombés amoureux de l'histoire. Et en 1978, le roman a été adapté en film musical en 3 parties intitulé D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. C'est avec ce film que l'interprète du rôle principal de D'Artagnan, Mikhail Boyarsky, a connu la célébrité et il compte aujourd'hui parmi les acteurs soviétiques les plus renommés. La première partie retrace les débuts de l'aventure. D'Artagnan quitte la Gascogne et se confronte aux hommes de Rochefort à Maing qui le battent et lui volent la lettre de recommandation pour rejoindre les mousquetaires. On nous introduit aux intrigues de Richelieu qui donne ses ordres à Rochefort et Milady de Winter et celle-ci part de sitôt en Angleterre pour surveiller le duc de Buckingham. D'Artagnan arrive à Paris et s'installe chez le mercier Bonacieux et sa femme Constance, dont le héros tombe immédiatement amoureux. Nous rencontrons pour la première fois les mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qui se font réprimander par leur commandant Tréville pour leur récente bagarre avec les gardes du cardinal. D'Artagnan se rend chez Tréville, qui ne peut pas lui offrir une place de mousquetaire et lui propose de rejoindre un autre corps, mais au milieu de la conversation, le héros croit apercevoir l'homme de Maing et part à sa poursuite. Et dans sa course, finit par heurter tour à tour les Trois Mousquetaires et les provoque tous les trois en duel. Pendant ce temps à la cour, le roi soupçonne la reine d'infidélité et retourne son bureau à la recherche de la lettre qu'elle aurait écrite à Buckingham. L'heure du duel arrive et D'Artagnan se prépare à affronter les Trois Mousquetaires. Mais ils sont interrompus par les gardes du cardinal menés par Jussac, qui essaye de les arrêter pour leur duel illégal. Une bataille éclate et nos 4 protagonistes l'emportent, ce qui les unit de liens d'amitié qui est célébré par la première apparition de la chanson la plus iconique du film. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем. Merci beaucoup. Les gardes du cardinal se rendent chez Bonacieux et attrapent Constance pour qu'elle leur donne la lettre de la reine. Mais D'Artagnan intervient et suite à un combat à mi-chemin entre Maman j'ai raté l'avion et les sketchs de Louis de Funès, il récupère la lettre. Des renforts arrivent et D'Artagnan les retient pendant que Constance fuit. Le cardinal n'est pas content et invite D'Artagnan à son palais où à travers une partie d'échecs, Richelieu essaie de convaincre le Gascon de rejoindre son côté. D'Artagnan refuse. La deuxième partie met en scène l'intrigue des diamants de la reine. Le duc de Buckingham arrive à Paris et Constance l'emmène à un rendez-vous secret avec la reine. Celle-ci veut mettre fin à leur relation. Elle lui donne les diamants offerts par le roi en guise de gage de son amour. D'Artagnan, qui guette Constance à la sortie, tombe au bon moment pour défendre Buckingham contre 4 agresseurs plantés par Rochefort. Et le duc quitte Paris avec les diamants. Le cardinal, secrètement amoureux de la reine, suggère au roi de demander à son épouse de mettre les diamants au prochain bal. Et la reine est terrifiée. Constance promet de l'aider et convainc D'Artagnan d'aller chercher la parure à Londres. Ses 3 amis le rejoignent, mais les hommes de Rochefort les poursuivent et tour à tour les mousquetaires restent derrière pour les retenir. D'Artagnan arrive seul au port, mais il est interdit de sortir en mer sans autorisation du cardinal. Jussac arrive avec une autorisation et D'Artagnan le combat pour lui voler le papier. Une fois à Londres, il découvre qu'il manque 2 diamants, volés par Milady sous l'ordre de Richelieu, et Buckingham les fait remplacer en urgence. À Paris, le bal commence. D'Artagnan arrive au dernier moment et la reine fait son entrée avec les diamants. Furieux, Richelieu ordonne d'arrêter Constance, mais la reine la cache au monastère de Béthune. Milady s'y rend de sitôt et convainc Constance qu'elle vient de la part de D'Artagnan. Mais quand elle entend les héros arriver, elle lui sert du vin empoisonné. D'Artagnan arrive à temps pour que Constance meure dans ses bras.
Dans la dernière partie, le roi décide de déclarer la guerre à l'Angleterre et attaque La Rochelle qui abrite des protestants huguenots. D'Artagnan, enfin mousquetaire, est envoyé au siège avec ses 3 amis. Pendant que les troupes se reposent dans une taverne, Athos révèle que Milady est en réalité son ex-épouse, qu'il pensait avoir tuée après avoir découvert une marque de fleur de lys sur son épaule, signe d'un passé criminel. Celle-ci est déterminée à assassiner D'Artagnan et persuade le cardinal de lui donner une lettre qui stipule que son porteur a agi avec son autorisation. Mais Athos la confronte et l'oblige à lui remettre le papier. Milady parvient à s'échapper et se cache dans une cabane de pêcheurs d'où elle doit partir en Angleterre pour éliminer le duc de Buckingham. Mais celui qu'elle croit être venu la chercher s'avère être Felton, un homme du duc envoyé pour l'arrêter. Milady manipule Felton et le retourne contre Buckingham. Pris de rage, Felton part assassiner le duc en son honneur. Les mousquetaires trouvent le bourreau qui était autrefois chargé d'exécuter Milady et l'emmènent avec eux sur la côte où ils attrapent l'espionne et l'achèvent une fois pour toutes. À leur retour à La Rochelle, le cardinal veut les arrêter pour désertion et pour exécution illégale. Mais Athos lui remet le papier de Milady qui stipule qu'ils ont agi avec son autorisation. Pour réfuter les accusations de désertion, il propose que les mousquetaires prennent le petit déjeuner au bastion de Saint-Gervais aux avant-postes du siège, ce qui semble être une mort sûre. Mais les héros s'en sortent victorieux et l'histoire prend fin. Le film a principalement été tourné en Ukraine, à Lviv et ses environs, où on trouve de nombreux châteaux et autres bâtiments historiques qui ont servi de décor qui devaient paraître français. Cette imitation est plutôt réussie, grâce notamment aux vestiges catholiques qu'on trouve à Lviv, même s'il y a quelques petits oublis, comme ici une église orthodoxe aperçue en arrière-plan. Pour un film musical léger, cette adaptation reste assez fidèle, bien que beaucoup de sous-intrigues ont dû être coupées. Le désavantage de vouloir montrer l'histoire en entier et non juste l'épisode des Diamants de la Reine, comme beaucoup d'autres adaptations l'ont fait, est que parfois le film compte un peu trop sur le spectateur pour avoir lu le roman. La troisième partie qui traite du siège de La Rochelle et du passé d'Athos et de Milady est par exemple assez incompréhensible sans avoir lu le livre. Les archétypes des personnages principaux ont été exécutés avec succès. Athos est noble et mystérieux, Porthos est fort et hédoniste, et Aramis est fin et spirituel avec cette légère touche d'hypocrisie. Mais les protagonistes ont été complètement purgés de leurs vices. Dans cette version, ils n'ont également pas de serviteurs. Les âges sont également incohérents, et le plus flagrant est D'Artagnan lui-même qui dans le texte du film a 18 ans, que tout le monde appelle mon garçon, alors que Boïarski en a 28 et ça se voit vachement, même s'il faut reconnaître qu'il arrive à bien jouer l'excitation de la jeunesse. Les chansons, très mémorables et qui font partie du répertoire musical de tous les ex-soviétiques, ne sont pas du tout d'époque et correspondent plutôt parfaitement au style des films musico-soviétiques des années 70-80. Ну что с женой, помилуй Бог, конь рухнул сгоряча, и граф, чтоб облегчить ей вздох, рвет ткань с ее плеча. Malgré tout, il s'agit d'une adaptation faite avec cœur, sans prétention et d'un souvenir chaleureux pour les anciens soviétiques. Le public soviétique a souvent entendu qu'il avait hérité de tous les meilleurs fruits de la culture mondiale. Et comme on a pu le voir dans cette vidéo, c'était en partie le cas. Les enfants qui grandissaient en URSS lisaient des histoires du monde entier, et après les années 50, les voyaient prendre vie à l'écran. Mais derrière cette connexion à la culture internationale, qui a sans doute facilité l'entrée des pays post-soviétiques dans le monde globalisé, un sentiment de déséquilibre persiste. L'enfant soviétique a grandi avec une connaissance solide de la culture occidentale, bien qu'à sa propre sauce. Mais l'inverse n'a jamais été le cas. Quand je quittais la Russie à 13 ans, mes camarades de classe m'ont posé une question qui m'a marqué. Ils étaient curieux de savoir quelle langue on apprenait là-bas, et ils me demandaient si nous on apprend l'anglais et le français, eux ils doivent sûrement apprendre le russe. La réalisation que c'est loin d'être le cas est peut-être un peu naïve. Mais les héritiers de l'espace post-soviétique connaissent tous à une certaine mesure cette frustration de voir son héritage culturel complètement ignoré, traité comme s'il était moindre ou inférieur par défaut et pas digne d'intérêt. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu mettre en lumière ces adaptations qui ont formé les imaginaires des enfants soviétiques, et qui, bien que différentes et imparfaites, peignent de couleurs nouvelles ces histoires qu'on connaît tous.
Bien sûr, nous n'avons fait que gratter la surface des adaptations soviétiques, et on pourrait continuer à en parler à l'infini. Entre Sherlock Holmes soviétique, reconnu par le Royaume-Uni comme l'une des meilleures incarnations du personnage à l'écran, ou encore les adaptations de Jules Verne, de Mary Poppins ou de La Reine des Neiges. Si vous avez envie de voir ça, dites-le moi en commentaire et je serai ravie d'en faire une deuxième partie. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez profiter des 14 jours d'essai gratuit, vous trouverez toutes les informations en bas. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les eaux troubles de la culture russo-soviétique.